Bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire sur couper des arbres détruit-il la forêt, la productivité des forêts au temps de la transition écologique. Un webinaire organisé par l'Institut de la transition environnementale et FIBOA Île-de-France. On est ravis d'être avec vous pour 1h30. Donc on anime ce webinaire avec l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Qui travaille sur l'articulation entre recherche, formation et questions sociales pour contribuer à la transition écologique. Et donc nous-mêmes, FIBOA Île-de-France, l'interprofession de la forêt et du bois en Île-de-France. Donc on représente tous les acteurs de l'amont à l'aval de la filière. Donc je m'appelle Alec Bickerstedt, je suis chef de projet filière au sein de l'interprofession. Et donc on sera ensemble pour 1h30. On a la chance d'avoir 4 intervenants avec nous aujourd'hui. Donc pour rappeler le format, on va avoir 20 minutes par intervenant avec d'abord 10 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions-réponses. Donc je vous invite vraiment à poser toutes vos questions dans le petit chat auquel vous pouvez accéder sur votre écran. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Jacques Perrier de l'Institut de la transition environnementale avec qui on est ravis d'organiser ce webinaire. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. J'espère que vous avez tous eu le programme en temps et en heure. Je vous le redonne quand même rapidement. On va donc, comme l'a dit Alec, avoir 4 interventions qui vont se succéder. On va commencer par Luc Abadi, qui est directeur de l'Institut de la transition environnementale et professeur d'écologie à Sorbonne Université, qui va nous parler des liens entre diversité des espèces forestières et productivité. Donc un peu d'écologie pour commencer. Laurent Augusto lui succédera, il est chercheur à l'INRAE de Bordeaux, et il nous parlera de la façon dont on peut tirer parti du fait que les arbres, comme vous le savez, stockent du carbone dans leur biomasse et enrichissent de cette façon le sol en carbone. Ensuite, avec Brigitte Mouche, qui est responsable du Conservatoire génétique des arbres forestiers à l'ONF, Office national des forêts, on abordera la question de l'adaptation des forêts au dérèglement climatique, et plus précisément comment la diversité des espèces forestières peut être mobilisée pour préserver les forêts face au changement climatique. Et puis on terminera par Marc-André Solos, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, qui nous parlera des mycorhizes, ces associations symbiotiques entre racines des arbres et champignons, avec une grande diversité d'espèces fongiques. Et il nous expliquera comment les mycorhizes peuvent être considérés comme des alliés, des auxiliaires pour la forêt. Voilà, on terminera par un petit tour de table final avec une question qui reprendra certainement certaines des questions que vous aurez posées par le chat. Et puis je précise aussi que les questions que vous n'aurez pas le temps, qui ne pourront pas être traitées durant ce webinaire, pourront être reprises ensuite, a posteriori, et qu'on essaiera d'y répondre sur les sites respectifs de l'ITE et de FIBOA. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Luc Abadi sur les liens entre diversité des espèces forestières et productivité. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler effectivement de biodiversité forestière, de voir si on peut établir quelques règles sur les liens entre cette biodiversité et la productivité forestière. Alors pour démarrer, je vais me baser sur un schéma assez classique que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, qui montre simplement, au cours d'une succession forestière, l'évolution d'un certain nombre de processus, que sont la production, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec la production brute sur la courbe du haut, la respiration en trait pointillé, la différence entre production brute et respiration, déterminant ce qu'on appelle la production nette, c'est-à-dire la production qui va pouvoir alimenter soit l'activité forestière, soit tout simplement le fonctionnement de l'écosystème. En parallèle à cette productivité, on a évidemment la constitution d'un stock de matière organique dans les sols, qui est figuré en bleu, dont on va nous parler juste après, et également une variation tout au long de la succession végétale du nombre d'espèces, de ce qu'on appelle la biodiversité, donc sujet que je vais aborder maintenant. Donc, premier point, quel est le lien entre l'évolution temporelle de la forêt
et le nombre d'espèces présentes dans un couvert forestier. Alors, il y a de nombreuses études sur le sujet qui ont essayé de prendre en considération des temps assez longs. Ici, vous voyez qu'on est sur pratiquement une centaine d'années. Donc, avec un exemple qui est situé en forêt tropicale, qui nous montre qu'au fur et à mesure que la forêt vieillit, on a une tendance à l'augmentation assez nette du nombre d'espèces, notamment du nombre d'espèces d'arbres, que ce soit des arbres jeunes qui sont donc des témoins de la régénération des forêts, sur la partie gauche du schéma, ou des arbres plus âgés. Donc clairement, dans ces forêts qui suivent finalement ce qu'on pourrait appeler des dynamiques naturelles, des dynamiques spontanées, on a un lien positif entre le temps qui s'écoule en quelque sorte et le nombre d'espèces qui sont présentes dans cette forêt. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment comment varie au cours du temps cette biodiversité. Ici, vous avez la représentation, je suis gêné par, voilà, ça va aller mieux comme ça, la représentation donc de la variabilité du nombre d'espèces, d'animaux, de plantes et de champignons, dont va nous parler Marc-André Selles tout à l'heure, dans des forêts de montagne d'Europe centrale, qui montrent qu'on a une tendance effectivement à l'augmentation de la biodiversité sur les stades plutôt terminaux, les stades plutôt matures, on va dire, de la forêt, mais vous voyez également que sur les phases de colonisation, donc quand une forêt démarre, on peut également avoir des biodiversités relativement élevées, et les stades intermédiaires peuvent montrer, au moins pour certains groupes, des niveaux de biodiversité plus faibles. Donc le lien entre biodiversité et le temps qui s'écoule n'est pas si simple que ça, en réalité, à établir. Alors, un autre point qui est extrêmement important, notamment dans les forêts naturelles, et qui joue sur la biodiversité, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité spatiale de la forêt. Ici, vous avez une représentation d'une mosaïque forestière dans une forêt, là encore, tropicale, qui indique simplement que sur quelques dizaines de mètres de distance, on peut passer d'un stade de développement forestier à un autre, y compris des stades où on a des clairières qui viennent de s'ouvrir, ou des arbres qui sont en sénescence, et tout ça génère une très grande diversité parce que ça génère en fait une grande diversité de conditions, c'est-à-dire de disponibilité de ressources et de contraintes auxquelles les organismes doivent s'affronter. Donc l'hétérogénéité spatiale, l'organisation de la forêt, qui évidemment dans nos forêts tempérées dépend beaucoup du mode de gestion de la forêt, joue également un rôle sur la biodiversité. Et en gros, plus la forêt est hétérogène, plus la diversité en nombre d'espèces est élevée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan théorique entre le lien biodiversité et la productivité? En fait, ce lien, il a été établi de façon historique d'abord sur des peuplements herbacés, avec ici une référence à une étude célèbre, qui est un petit peu considérée comme fondatrice de la question du lien entre biodiversité et productivité. Donc ça se passe dans une prairie nord-américaine. On fait varier en abscisse le nombre d'espèces de plantes herbacées présentes dans la prairie et on mesure tout simplement la production et on s'aperçoit que cette production augmente très fortement, toutes choses étant égales par ailleurs, avec le nombre d'espèces présentes. La même étude a démontré également que cette biodiversité, ce nombre d'espèces était lié à la capacité de la prairie à résister à des sécheresses. Et on voit ici très clairement que plus la diversité augmente, plus le nombre d'espèces présentes sur la prairie augmente, plus la capacité à maintenir la production en dépit d'une sécheresse est importante. Alors ce type d'étude a été complètement généralisé. Une étude de synthèse qui a été publiée en 2015, qui fait le point en fait sur toutes les études disponibles, montre à nouveau que le nombre d'espèces qui sont présentes dans un système de plantes herbacées est lié positivement à la productivité du couvert et que par ailleurs la résistance, c'est-à-dire la capacité à maintenir la production en fonction de conditions d'extrême climatique, trop d'eau ou pas assez d'eau en l'occurrence, également donc un lien positif entre le nombre d'espèces présentes et la capacité à résister à ces événements. Donc ça veut dire qu'à partir de ce genre d'études, on peut considérer aujourd'hui que le lien positif entre diversité des plantes herbacées et
productivité comme résistance aux événements extrêmes est bien établie. Alors la question maintenant, évidemment, c'est qu'en est-il en forêt, sachant que, bien entendu, en forêt, il est beaucoup plus compliqué de manipuler des couverts. En fait, c'est quasiment, pratiquement impossible. Donc, dans ce cas-là, on essaye de procéder par corrélation, par un grand nombre d'observations. Et vous avez ici une des premières études qui est sortie sur le sujet, qui concerne des écosystèmes forestiers en Chine et aux USA, qui montre qu'effectivement, avec l'augmentation du nombre d'espèces forestières, ici vous voyez des forêts relativement peu riches, avec 6 espèces de ligneux, jusqu'à des forêts qui peuvent monter à une quinzaine d'espèces dans cette étude, eh bien on a dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, on a un lien positif entre la biodiversité et la productivité. Vous avez quelques exemples de forêts où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, voire dans certains cas une relation négative qui a pu être observée entre la diversité des espèces et la productivité de la forêt. Une autre étude qui a été menée cette fois sur un ensemble de forêts dans le monde, sur à peu près pas loin de 800 000 points d'observation, a conclu également qu'il y avait un lien positif en moyenne entre la diversité des arbres et la productivité de ces couverts forestiers. Donc il est possible, a priori, de lier productivité et biodiversité, conservation de la diversité. Alors ici, pour pratiquement terminer cette intervention, une étude expérimentale sur des forêts artificielles qui a été menée au Japon depuis une trentaine d'années, donc c'est un exemple assez intéressant, qui montre que là aussi, quand on a une forêt qui est diversifiée, alors en l'occurrence une forêt faiblement diversifiée, c'est 3 espèces mélangées, et bien quand on a 3 espèces mélangées, on a un effet positif également sur la productivité, et en fait on s'aperçoit que cette productivité est supérieure de la moyenne de la productivité des couverts monospécifiques. Autrement dit, clairement, le mélange d'espèces tend à augmenter la production de la forêt. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que l'auteur a pu, par une analyse de statistiques et par modélisation, montrer que finalement, cette variation de la productivité avec la diversité des espèces était liée à un effet qu'on appelle de complémentarité, c'est-à-dire que différentes espèces explorent mieux l'environnement, se partagent mieux les ressources de l'environnement, notamment les ressources lumineuses dans la partie aérienne de l'environnement. Et par ailleurs, il a été capable également, cet auteur, de mettre en évidence des effets dits de sélection, c'est-à-dire qu'au cours du temps, l'importance relative des différentes plantes varie par des effets de compétition, et en quelque sorte, au fur et à mesure que le couvert varie, au fur et à mesure que son environnement varie, il peut y avoir des relais qui sont pris par les différentes espèces, et donc qui permettent d'assurer une production croissante en l'occurrence. Alors d'autres aspects, rapidement, également très intéressants parce que très nouveaux, qui ont montré qu'aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on a des forêts diversifiées, au-delà de 35 espèces, on a un effet négatif de cette une corrélation, négative entre la diversité des arbres présents et la diversité des pathogènes, alors que pour moins d'espèces, on a une corrélation positive entre la diversité des arbres et la diversité des pathogènes. Ceci suggère très clairement qu'à partir d'un certain nombre d'espèces mélangées, eh bien, tout simplement, on a création d'un obstacle à la propagation des pathogènes dans la forêt, ce qui donc a tendance à protéger en partie la forêt de cet effet des pathogènes. Enfin, pour terminer, une étude récente sur les changements climatiques montre que lorsque vous augmentez la température, on peut avoir une augmentation de la productivité, tout simplement par une augmentation du taux de croissance des arbres individuels. Mais cette étude montre aussi qu'au-delà d'un certain seuil de température, eh bien, le maintien de la productivité de la forêt va passer en fait par un changement progressif de la composition en espèces, la domination de certaines espèces par rapport à d'autres, ou tout simplement l'arrivée de nouvelles espèces dans un peuplement, et que là, par conséquent, la diversité de ces espèces et la disponibilité des espèces commencent à jouer à plein dans la capacité de la forêt à maintenir sa production. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas finalement sur ces liens entre biodiversité et productivité? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que cette biodiversité varie au cours de la succession, que le maximum peut être atteint dans des stades intermédiaires ou dans des stades matures, donc ce n'est pas toujours le stade final qui est le plus riche en espèces, loin de là,
que cette diversité donc, est liée à l'hétérogénéité de la forêt, donc à son organisation spatiale, et ça c'est lié directement au mode de gestion. Qu'une théorie un petit peu générale sur le lien entre productivité et biodiversité commence à émerger. Cette théorie est bien établie dans le monde des plantes herbacées et commence à sortir dans le monde des plantes ligneuses, dans le monde des arbres, mais on manque encore un petit peu d'observation pour être complètement catégorique, et que, bien entendu, cette diversité d'espèces, et bien sûr la diversité génétique qui va être abordée ensuite, confère aux forêts une résistance à la propagation des pathogènes et une capacité à se renouveler en réponse au changement climatique. Voilà à peu près les conclusions qu'on peut tirer aujourd'hui des études disponibles sur le lien entre biodiversité et production. Je vous remercie de votre attention. Merci à Luc Abadi. Donc, je vais repasser la parole à Alec avec les questions qui viennent du chat. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, Alec? Oui, merci Jean-Jacques. Alors, je vous rappelle que vous pouvez bien poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas à en poser. On a très peu qui arrivent pour le moment, donc voilà, n'hésitez pas. Luc, peut-être pour une première question. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées actuellement par rapport aux spécificités du paysage forestier français? Je vois que tu mentionnes pas mal d'études de Chine et des États-Unis. Est-ce que des recherches plus particulièrement en Europe ou en France? Alors, il y a évidemment des recherches en France qui sont menées sur ces questions-là, sur notamment le rôle de la diversité dans l'adaptation des forêts au changement climatique. On va en avoir quelques exemples. Il y a en France un réseau aussi d'observation à long terme des forêts, mais c'est vrai que le lien entre productivité et biodiversité est extrêmement sensible aux conditions locales, et c'est pour cette raison que quand on regarde les études, que ce soit en France ou ailleurs, on a des résultats contradictoires, et que pour arriver à tirer des règles générales qui peuvent servir d'un cadre d'action pour la gestion forestière, eh bien, on est obligé finalement de multiplier les études pour essayer de s'affranchir de ces effets locaux, d'où finalement l'importance qui est donnée et que j'ai donnée aux études qui compilent un grand nombre de recherches au niveau international. Comme toujours en écologie, on arrive à sortir des règles générales, mais ces règles générales peuvent être contredites par des conditions locales. Donc la seule manière d'avancer, c'est de multiplier les études, et ça, évidemment, ça prend du temps. Surtout quand on travaille sur les forêts. Merci pour ta réponse. Est-ce que Luc, tu peux juste arrêter de partager ton écran pour qu'on puisse bien nous voir? Des questions arrivent. Donc là, on a une question de Julie. Est-ce que l'homme est-il en mesure de forcer artificiellement la productivité en forêt, ce qui signifierait qu'il maîtrise tous les paramètres de la station? Est-ce que la productivité est maximale dans un cas de forêt en libre évolution? Alors, dans une forêt en libre évolution, quand on mesure la productivité, par exemple, en tonnes de matière produite par hectare et par an, le maximum n'est pas systématiquement observé, loin de là, dans les stades terminaux, dans les stades matures. Le maximum peut être observé dans des stades intermédiaires, on va dire prématures, tout simplement parce que dans les stades matures, on a une grande accumulation de biomasse, d'êtres vivants, et donc commence à se faire sentir des questions de compétition pour l'accès aux ressources. Il peut y avoir des questions d'accès aux ressources pour la lumière. Il y a aussi des questions de compétition pour l'accès aux ressources nutritives dans le sol, donc notamment l'azote, le phosphore et les autres éléments minéraux. Donc, pour l'autre partie de la question, est-ce qu'on est capable, nous, de booster la productivité d'une forêt ou de certaines espèces dans la forêt? La réponse, elle est oui. Il y a des forêts qui sont fertilisées. La forêt des Landes, par exemple, fait appel à de la fertilisation de façon assez systématique. Et ensuite, pour permettre à certaines espèces de pousser plus vite parce qu'elles sont plus intéressantes pour le forestier sur le plan économique, on peut intervenir sur la compétition qui existe entre les espèces, par exemple par de l'élimination ou par des coupes qui sont, on va dire, programmées en fonction de disons, dans un objectif de réduction de la compétition entre individus.
Merci Luc pour ta réponse. Peut-être une dernière pour préciser des termes avec je vois les questions qui arrivent, et notamment des questions sur qu'est-ce qu'on entend par productivité exactement dans les recherches en termes de biodiversité, est-ce qu'on parle de diversité des essences d'arbres ou diversité de toutes les plantes herbacées? Alors, dans les exemples que j'ai montrés sur la forêt, c'était la diversité des arbres. Et donc, la première partie de la question, tu peux me la répéter, du coup, j'ai oublié. Oui, bien sûr, c'est sur la productivité. Ah oui. La productivité, c'est tout simplement la quantité de matière qui est produite annuellement ou par unité de temps, d'une manière générale, dans un couvert. Donc, souvent, on parle en écologie d'une productivité de tant de tonnes par hectare et par an. Dans le cas, évidemment, de la foresterie, ça va être la productivité, ça va être le cubage de bois qui est disponible sur le terrain. Mais il y a d'ailleurs une relation directe entre le cubage de bois, en particulier quand on s'intéresse au tronc, et la productivité totale d'un arbre. Donc c'est un très bon reflet de la productivité totale du système. Merci. On a le temps pour une dernière question, Alec. Oui, ça marche. Il y a une question également sur les graphes que tu as montrés, Luc, sur les pathogènes, et une question sur comment se fait-il qu'au bout d'un certain seuil de biodiversité, la vulnérabilité augmente. Enfin, diminue, en l'occurrence, oui. Disons tout simplement, les pathogènes sont plus ou moins liés à des espèces particulières, donc ça explique la première partie de la courbe. Plus vous avez d'espèces d'arbres, plus vous avez de chances d'avoir le pathogène qui est associé. Mais au-delà d'un certain nombre d'arbres, on finit par avoir un espèce d'effet dilution, c'est-à-dire qu'un individu d'une espèce va être très distant d'un autre individu de la même espèce. Et dans ce cas-là, on a tout simplement une difficulté de propagation du pathogène qui doit finalement parcourir une grande distance pour passer d'un individu à l'autre. Donc ça crée une résistance à la propagation. Merci Luc. Jean-Jacques, du coup, je te... Très bien, on est dans les temps pour passer la parole. Merci à Luc Abadi pour cette présentation sur biodiversité et productivité. On va passer à Laurent Augusto, donc chercheur à l'INRAE de Bordeaux. Excusez-moi, je vais remettre ma vidéo, parce que sinon je parle un petit peu du vide. Donc Laurent Augusto, chercheur à l'INRAE de Bordeaux, sur la question du puits de carbone. Est-ce qu'on peut finalement optimiser la question du puits de carbone que constituent les forêts? Donc Laurent Augusto, à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais mettre un écran. Voilà. Donc, je suis Laurent Augusto et je vais vous parler de les différentes façons qu'on peut envisager pour optimiser la capacité des forêts à atténuer le changement climatique, notamment en fixant du carbone. Et comme l'indique le sous-titre de ma présentation, donc l'équation impossible, nous allons voir que c'est quand même assez complexe. Alors, en termes de contexte, bon, je vais pas être très long, hein, donc on a une hausse des températures et une façon d'atténuer cette hausse des températures, c'est d'améliorer notre bilan de carbone, alors soit en réduisant nos émissions, mais on peut aussi jouer sur ce qu'on appelle les effets de puits, donc soit dans la biomasse, soit dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'on a comme effet? Donc, comme l'a dit Luc, hein, donc les végétaux et notamment les arbres piègent du CO2 atmosphérique pour leur métabolisme et leur croissance. Donc, ils stockent du carbone dans leur biomasse. Hein. Si on enlève l'eau des arbres, on a 50% de ce qui reste qui est du carbone. Et puis, ces arbres, ils perdent leurs feuilles, leurs aiguilles, ils renouvellent leurs aiguilles. Ils renouvellent aussi leurs racines fines, ce qui fait qu'il y a tout un tas de débris végétaux qui tombent au sol ou qui sont dans le sol, et une partie de ces débris ne va pas être décomposée, donc il va y avoir du carbone organique qui s'accumule dans les sols. Donc ça, c'est un autre effet de puits des forêts, et c'est ce qu'on appelle globalement la séquestration de carbone, donc soit dans les biomasses, soit dans les sols. Les arbres, ils sont susceptibles d'être coupés, et avec le bois, on peut faire de l'ameublement, de la charpente, du parquet, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un autre effet
puits qui est connu, c'est ce qu'on appelle le stockage. Et puis, on peut aussi utiliser ce bois, soit pour brûler, pour être brûlé, et donc ça produit l'énergie, soit, par exemple, pour faire une maison avec une ossature bois, à la place de parpaing en béton. Et si on le brûle, ça peut être à la place de fuel, par exemple. Donc, on fait ce qu'on appelle de la substitution, et donc on évite d'émettre de l'énergie fossile. Donc, ces trois leviers, là, donc séquestration, stockage, substitution, c'est ce qu'on appelle les 3 S, et ce sont les principaux leviers pour atténuer l'augmentation de CO2. Donc, on veut capter le CO2 dans l'atmosphère et on veut éviter qu'il n'y retourne d'une manière ou d'une autre. Alors, la tentation, ça serait de dire, on pousse tous nos leviers à fond pour essayer de ralentir le changement climatique. La difficulté, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire ça. On a des effets de compensation qui peuvent exister et on ne peut pas jouer à fond sur tous les leviers. Et là, je donne un exemple sur cette diapositive qui est basée sur une méta-analyse mondiale récente et qui montre que si on récolte beaucoup de biomasse dans les forêts de manière irraisonnée, on va avoir tendance à déstocker le carbone qui est dans les sols. Donc en fait, si on maximise les effets de substitution pour l'énergie, on va avoir tendance à réduire les effets de séquestration pour le sol. D'où la question, puisque les leviers ne sont pas indépendants les uns des autres, c'est comment identifier des stratégies qui optimisent le rôle atténuateur des forêts vis-à-vis du changement climatique. Alors, comme il s'agit de modéliser quand même des flux de carbone à l'horizon 2100 sur toutes les forêts, par exemple de France, et qu'il faut tenir compte de la croissance des arbres, de leur résistance au changement climatique, mais aussi du devenir des produits bois, savoir qu'est-ce qu'on fait du bois récolté, combien de temps il va rester sous cette forme-là. En fait, la première grosse difficulté est qu'il faut coupler des modèles de nature extrêmement différents, donc des modèles d'écologie, des modèles d'écophysiologie, des modèles économiques, et ce n'est pas forcément simple de les faire aboutir. Il y a d'autres problèmes qui sont qu'il y a certains processus qui sont tout simplement mal connus, j'en donnerai quelques exemples par la suite. Et puis, troisième problème, puisqu'on parle de changement climatique, mais les climatologues eux-mêmes ne sont pas forcément très au clair sur ce que va être le climat dans 50 ans, et on a besoin de ces climats dans 50-80 ans pour faire pousser nos arbres dans nos modèles. Donc, c'est une autre source d'incertitude. Et enfin, une autre grande difficulté, c'est que autant nos modèles sont capables de simuler des processus lents et graduels, autant des événements, ce qu'on appelle stochastiques, c'est-à-dire un peu brutaux ou catastrophiques, comme des fréquences de tempêtes, d'incendies, de nouvelles maladies, ça c'est encore très compliqué et pas bien maîtrisé. Et l'ensemble de ces problèmes, c'est ce que dans notre jargon on appelle des verrous. Et donc, tant qu'on ne lève pas ces verrous, en fait, on ne peut pas faire de simulation. Donc, pour lever ces verrous, il est indispensable de faire des hypothèses. Et c'est grâce à ces hypothèses qu'on peut faire des projections, des simulations. Donc, j'en donne quelques exemples ici. Je ne vais pas tous les donner, mais je parlais de la probabilité des événements extrêmes. Donc, on peut poser des hypothèses. D'autres hypothèses qui sont nécessaires, c'est sur la dynamique, le devenir du carbone organique des sols. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément bien connues. Et puis, une fois qu'on a récolté du bois, il faut faire des hypothèses sur ce que devient ce bois. Une fois que, par exemple, un meuble n'est plus utilisé, enfin, pendant combien de temps il va être utilisé, qu'est-ce qu'on en fait après? Si on brûle le bois pour faire du bois énergie, est-ce qu'on remplace du fuel, du charbon, de l'électricité? Il y a plein de questions qui se posent et pour lesquelles il n'est pas trivial de fournir une réponse. Donc, tout ça pour bien expliquer qu'en fait, l'état des connaissances fait qu'il n'y a pas de certitude. Puisqu'on est obligé de faire des hypothèses pour faire nos calculs, la conséquence de ça, c'est que finalement, les projections qui sont faites sont bien des projections qui sont basées sur des hypothèses de travail, dont certaines sont discutables dans le sens scientifique du terme. C'est des hypothèses pour lesquelles il n'y a pas encore des consensus. Et donc, on ne peut pas, en l'état des connaissances, faire de manière indiscutable des bilans de carbone et proposer des scénarios d'optimisation de gestion de la forêt pour atténuer le changement climatique. Ce qui veut dire que
avec le même état de l'art et les mêmes données à disposition, vous pouvez avoir deux études différentes qui aboutissent à des résultats extrêmement différents. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui a mal travaillé et l'autre bien, ça veut juste dire qu'elles ont posé des hypothèses qui pouvaient être différentes. En effet, il y a des études qui montrent que ce genre de simulations sont extrêmement sensibles aux hypothèses et aux paramètres que vous utilisez. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que les projections, elles sont très dépendantes du contexte pour lequel vous les faites. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire des projections pour une région, pour la France ou pour l'Europe. Les contextes font que les scénarios optimums qui vont ressortir ne sont pas les mêmes. Enfin, une dernière difficulté qui, là, n'est pas d'ordre vraiment scientifique, ce qui est que, finalement, parmi les acteurs qui interviennent sur le débat de la question de comment il faut gérer les forêts pour atténuer le changement climatique, on a aussi des acteurs qui, finalement, ont ce qu'on pourrait appeler des convictions. Alors, c'est bien d'avoir des convictions, mais qui voient la forêt et qui parlent de carbone pour la forêt, mais qui pensent en fait à d'autres échéances ou objectifs qui sont tout à fait valables aussi, mais qui n'ont pas forcément à voir avec le bilan de carbone et les effets d'atténuation du changement climatique. Donc, en l'état, le débat sur le carbone, il ressemble un peu à ça, à savoir qu'on a beaucoup de personnes qui ont un avis et pas beaucoup de consensus. Alors, pour autant, est-ce que le fait de ne pas avoir de certitude en termes de gestion optimale ou de non-gestion optimale des forêts, est-ce qu'il ne faut rien faire? Alors, mon avis, c'est qu'on peut quand même faire des choses et je vais zoomer sur une partie du problème qui est celui de la séquestration du carbone dans les sols. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Alors, une première raison, c'est que quand on regarde l'écosystème, on va dire dans sa verticalité, donc on a nos arbres en hauteur, et puis plus on descend, on a des débris végétaux, la litière au sol, donc c'est les feuilles dans lesquelles nos enfants aiment à jouer quand on se balade, et puis il y a le carbone organique du sol, et par contre, quelque chose qui est bien établi, c'est que plus vous descendez dans l'axe vertical de la forêt, plus le carbone organique est, on va dire, résistant aux perturbations. C'est-à-dire que si vous avez des incendies, des tempêtes, des attaques de pathogènes, en règle générale, c'est quand même plutôt la biomasse qui trinque, alors qu'au niveau du sol, le carbone est peu affecté. Et puis, le deuxième triangle que je montre, c'est que même si il peut y avoir des grandes quantités de carbone qui sont stockées dans la biomasse, quelque chose qui est assez peu intuitif, et c'est probablement parce que dans le sol, tout est un peu caché, c'est qu'en fait, vous avez un plus grand potentiel de séquestration à long terme du carbone dans les sols que dans la biomasse. D'où l'idée de se focaliser dessus. Alors, on n'a pas le temps d'aborder tous les aspects de comment optimiser la séquestration du carbone dans les sols forestiers, mais on connaît quand même quelques aspects en lien notamment avec les pratiques de gestion. Donc là, à gauche, vous avez un peu on va dire les outils du forestier pour gérer la forêt. Et puis à droite, je vous ai mis un peu l'état des connaissances. Alors, on sait quand même pas mal de choses, même si on ne sait pas tout. Et je vais donner comme premier exemple celui des éclaircies. Donc, l'éclaircie, c'est un terme technique qui dit qu'on récolte une partie des arbres, mais pas tous. Et ce qui a mis en évidence les recherches scientifiques, c'est qu'en fait, récolter une partie des arbres n'a pas d'effet sur le stock de carbone. Donc, ça veut dire qu'on peut couper des arbres en forêt. Alors, avec un petit bémol, c'est qu'il faut, en général, pour pas qu'il y ait d'effet, il faut éviter d'en couper beaucoup. C'est-à-dire que si on coupe au-delà de 30 ou 40% des arbres, on peut avoir un effet. Mais en deçà, on n'observe pas d'effet. Je parlerai après de la coupe rase parce que ça mérite peut-être un peu plus de temps. Puis, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. Et puis, il y a aussi des choses qu'on sait moins. Par exemple, ce qu'on appelle la densité des peuplements. Donc, cet autre terme technique, c'est pour savoir combien d'arbres vous avez par hectare. Et là, apparemment, bon, on a du mal à visualiser sur la base de la littérature scientifique s'il y a des effets ou pas. Il semble que non, mais c'est encore à creuser. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué qu'il y avait un besoin de recherche. Alors, si on se penche sur le coupe rase. Alors, je précise, le coupe rase,
Les forestiers appellent le tronc bois fort, c'est-à-dire on récolte vraiment que le tronc, on récolte ni les branches, ni les souches, ni le feuillage. Donc c'est ce on va appeler la récolte classique. Et là, Laurent, il vous reste 1 minute environ. Hein. Oui, ben je vais pouvoir finir. Merci. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que sur les graphiques, les courbes descendent, et donc le fait de faire une coupe rase peut éventuellement diminuer le stock de carbone. Mais cette diminution, elle dépend de la quantité de carbone qu'il y avait déjà au départ. Donc, la conclusion, c'est de dire que le risque de perte de carbone augmente avec la taille du réservoir en carbone. Si vous avez des sols organiques, vous avez plus de chances d'en perdre. Sur cette diapositive, ça montre en fait que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans le graphique en haut, là, vous n'avez pas d'évolution du stock de carbone lorsque vous ne perturbez pas le sol. C'est-à-dire que le fait de couper tous les arbres en soi n'est pas suffisant pour perdre du carbone. Il faut en plus perturber le sol, soit en brûlant faire un brûlage ou en faisant un labour, par exemple. Et puis en bas, ce qu'on voit aussi, c'est que même lorsque vous perdez du carbone, donc c'est la barre de gauche, en fait, vous ne perdez pas tout. Il y en a une partie qui est redistribuée plus bas dans le sol. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on peut dire que les coupes rases, quand vous n'exportez que les troncs, n'affectent généralement pas le carbone du sol sous certaines conditions et en fonction aussi des conditions locales. Ça veut dire que c'est Luc qui le disait, en écologie, on a des tendances et plein de contre-exemples. C'est très vrai ici. Donc, si on donne une petite conclusion sur le carbone du sol, donc le sol, c'est un compartiment qui est relativement peu vulnérable, mais pas invulnérable, il n'est pas insensible. Donc, il faut prendre en compte tout un tas de conditions, notamment les conditions locales. Et puis, utiliser le carbone du sol comme un indicateur de gestion. C'est-à-dire que si vous avez des sols qui sont déjà avec beaucoup de carbone, eux, ils vont être beaucoup plus sensibles que les sols pour lesquels il n'y en a pas beaucoup. Et une conclusion par rapport à ce qui était la question de départ, c'était comment optimiser la contribution des forêts à l'atténuation du changement climatique. En fait, on voit qu'il y a différentes réponses pour différents contextes. Et donc, il n'y a pas de solution unique. Et donc, probablement, il va falloir adapter les choix plus à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale. On a des forêts françaises qui sont très variées, et donc il faudra probablement avoir des stratégies variées. Et puis, là, j'ai exclusivement parlé du carbone, mais il ne faut pas oublier que la forêt assure tout un tas d'autres fonctions, comme la biodiversité, le cycle de l'eau, des activités récréatives, paysagères, etc. Donc, c'est là, il ne faut pas les oublier. Et évidemment, ça complexifie la question, mais ça n'empêche pas d'essayer d'y répondre. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez aller creuser plus loin, si on peut faire cette conclusion, il y a des documents en français ou en anglais qui existent. Je vous remercie. On mettra peut-être une bibliographie sur nos sites. Merci Laurent Augusto. Il nous reste 5 minutes environ, donc peut-être 2-3 questions. Donc je passe la parole à Alec de nouveau. Oui, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup de ta présentation. On a quelques questions qui arrivent. Peut-être la première, tu parlais de l'influence, notamment des perturbations aussi sur le stockage du carbone dans les sols. On a une question sur est-ce que le tassement des sols lié à la mécanisation de l'exploitation forestière a un effet négatif sur le stockage du carbone? Est-ce qu'il y a des informations là-dessus? Alors, pas indirectement, c'est-à-dire que en soi, le fait de tasser les sols ne modifie pas vraiment la séquestration de carbone dans les sols. Par contre, il peut en avoir indirectement parce que le tassement va avoir tendance à dégrader le fonctionnement du sol et ça peut conduire à des ralentissements de la croissance des arbres. Et donc, si les arbres poussent moins vite, ils captent moins de CO2 et donc ils font moins rentrer de carbone dans l'écosystème. Donc, l'effet, il se fait via la bonne santé du sol et donc la bonne santé de l'écosystème en lui-même. Merci Laurent. On a une autre question, peut-être pour avoir un ordre de grandeur sur la quantité de carbone qu'on peut stocker dans les sols par rapport aux autres moyens de stockage. Alors, les autres moyens de stockage, c'est les effets de substitution, peut-être? Oui, moi je pensais, la question n'est pas très précise, mais peut-être ça par rapport peut-être à la biomasse aérienne ou aussi peut-être il y a des questions, j'en fais 2 questions en une par rapport
au bilan carbone du bois énergie aussi. Voilà, savoir si c'est intéressant. Alors, justement, sur le bilan carbone du bois énergie ou autre chose, ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que c'est extrêmement dépendant de qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose de dire, en fait, j'ai utilisé du bois pour faire l'énergie et j'ai remplacé du charbon ou du pétrole. Et donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Et probablement que c'est plus des réponses régionalisées où on connaît bien justement le contexte des effets de substitution. Après, dans l'écosystème, bon, alors je vais parler des forêts de la métropole parce qu'en fait, la balance entre ce qui est stocké dans les sols et ce qui est stocké dans la biomasse est très dépendant de où on se place sur le globe. Dans les forêts du Grand Nord, on peut avoir 80% du carbone qui est dans le sol et seulement 20% dans les arbres parce que les arbres poussent très lentement et en fait, la matière organique qui est dans le sol, elle se dégrade, elle se décompose lentement. En forêt tropicale, là, on va plutôt avoir du carbone dans la biomasse. Mais en forêt tempérée, on va dire que c'est plutôt de l'ordre de 60% pour les sols, mais c'est une coupe très grossière. C'est évidemment très variable en fonction des conditions locales. Merci Laurent. Et peut-être une dernière question. Une dernière question, oui. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions quand même qui reviennent sur la question de la coupe rase et qui demandent s'il y a des impacts peut-être à plus long terme ou des impacts dus à l'érosion des sols une fois que évidemment il y a eu la coupe, les sols sont à nu. Est-ce que il y a une perturbation des sols à ce moment-là ou qui serait peut-être à plus long terme? Ouais, oui, effectivement, si on a une forêt qui est en pente et que l'on fait une coupe rase, a fortiori si on enlève les branches, les feuillages, en fait, ce qui est anciennement on appelait les rhémanies, il y a indubitablement un risque d'érosion. Après, bon, si la topographie est plane, le risque d'érosion, logiquement, il est faible. Donc là encore, hein, Luc l'avait indiqué, je vais appuyer vraiment dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a des règles générales en écologie et surtout des cas particuliers. J'ai peut-être juste, Jean-Jacques, une dernière question. Une dernière pour la route. Une dernière pour la route, exactement. Une question un peu plus concrète, mais on nous demande que peut faire concrètement le forestier pour optimiser le stockage de carbone dans sa forêt. Est-ce que notamment il y a des arbres qui favorisent ce stockage? Alors, la question de quelles sont les meilleures espèces pour stocker le carbone, il n'y a pas un nom d'espèce ou des noms d'espèces qu'on peut mettre en avant. Moi, je pense que là, pour le coup, la règle générale, c'est des espèces qui sont bien adaptées aux conditions locales. C'est-à-dire, une forêt stocke du carbone à condition que les arbres se portent bien. Donc, la réponse, c'est la bonne adéquation des espèces aux contraintes locales. Et il n'y a sûrement pas une sorte de martingale où avec une liste de 5-6 espèces, on va tout faire. C'est à chaque fois les connaissances du climat, des conditions de sol, et puis aussi le cortège des pathogènes, des maladies. Et c'est en ayant cette connaissance fine qu'on peut choisir les espèces qui sont vigoureuses, et c'est avec des espèces vigoureuses qu'on augmente le puits de carbone des forêts. Et espèces vigoureuses, ça ne veut pas forcément dire espèces exotiques, ou il peut y avoir, ça peut être des espèces locales, mais c'est vraiment cette condition-là qui fait que la forêt pousse bien et donc stocke du carbone. Merci beaucoup Laurent Augusto. Le lien est tout fait avec l'exposé que va nous faire maintenant Brigitte Mouche de l'ONF, justement sur l'adaptation des forêts au changement climatique via le recours à une sorte de catalogue, si je puis dire, de la diversité des espèces. À vous, Brigitte Mouche. Donc je suis Brigitte Mouche, je travaille au département recherche, développement et innovation de l'ONF et j'appartiens à l'UMR Biofora. Donc, ce que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est comment
les ressources génétiques peuvent être un levier pour adapter les forêts au changement climatique. Donc, on a vu dans le premier exposé que la biodiversité, c'était quelque chose de très important. Et moi, je vais un peu plus appuyer ce point-là et en parlant en particulier d'une diversité qui est un petit peu plus cachée, qui est la diversité génétique. Alors, qu'est-ce que actuellement on voit des impacts du changement climatique, nous forestiers? Eh bien, depuis 1995, on observe une diminution de la productivité de la majorité des espèces et les chercheurs pointent comme raison en particulier le manque d'eau durant la saison de végétation qui devient le premier facteur limitant de la croissance. Et puis, ce que l'on observe de plus en plus depuis maintenant un certain nombre de saisons, c'est des dépérissements qui peuvent être massifs sur des espèces autochtones ou non autochtones, comme ici le hêtre en Moselle ou le sapin pectiné dans les Vosges, donc dans son écosystème naturel. Et sécheresse et canicule à répétition provoquent à la fois des baisses de productivité et des dépérissements. Donc, c'est vraiment une question prégnante pour nous, sachant qu'on travaille sur des pas de temps très longs, des fois de plusieurs siècles, et il faut qu'on donne une forêt résiliente aux générations suivantes. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les arbres vont pouvoir s'adapter au rythme actuel des évolutions du climat? Alors, nous avons toute une palette de mécanismes pour s'adapter aux bouleversements climatiques. Les arbres peuvent rester et s'acclimater à leur nouveau environnement. Donc là, on parle généralement de plasticité. Ils peuvent aussi rester et évoluer grâce à la sélection naturelle qui va retenir les individus les plus adaptés. Généralement, cette sélection, elle se fait au cours du temps et lors de la reproduction. Et puis, un dernier mécanisme qui a été beaucoup mis en œuvre lors des dernières glaciations, par exemple, eh bien, c'est partir, migrer, coloniser de nouveaux habitats plus favorables. Et ça se fait sur un pas de temps qui peut être relativement long. Et hélas, dans certains cas, eh bien, ils ne vont ni pouvoir s'acclimater à ce nouvel environnement parce que les conditions peuvent être trop rapides de changement, ni migrer parce que, eh bien, ils vont rencontrer un grand champ de blé à travers la Beauce et dans ces cas-là, les arbres ne vont pas avoir beaucoup de possibilités pour migrer. Et dans ce cas-là, ils vont disparaître et de manière locale, on peut avoir des extinctions de populations. Mais on a aussi d'autres atouts. Les arbres, on a énormément de familles d'arbres autochtones, rien que sur l'Europe, comme vous pouvez voir, à la fois en résineux et en feuillus. Et lorsqu'on traduit ça en nombre d'espèces, c'est encore plus important puisque en France, on a plus d'une centaine d'espèces d'arbres forestiers. Donc, on a une grande diversité. En plus de ça, ces espèces sont relativement sauvages. On a eu peu d'amélioration sur les espèces forestières. Donc, on a un grand réservoir de diversité et de diversité tant spécifique que génétique. En plus de ça, ce sont des espèces qui ont généralement des aires de répartition très vastes. Donc, lorsqu'on étudie la diversité génétique, on ne s'arrête pas aux limites de notre parcelle, de notre forêt, ni même de la France. Et qui dit aire de répartition très vaste, dit zones et conditions pédoclimatiques très différentes avec des adaptations au cours du temps de ces espèces. Et enfin, quelque chose sur lequel nous, forestiers, on s'appuie, ça a été déjà mentionné, c'est sur des dispositifs anciens et très bien documentés qui nous permettent
de connaître la réaction de certaines espèces au climat. Mais on a un gros problème maintenant, malgré toute cette palette de possibilités. On a une vitesse de changement climatique qui est peu compatible en fait avec la vitesse à laquelle les arbres, par exemple, peuvent migrer. Là, je vous ai mis un schéma issu du GIEC et où on voit, selon les différents scénarios climatiques, de combien les espèces peuvent migrer. Et on voit très bien que pour un scénario relativement optimiste, parce que pour rappel, on est plutôt sur un scénario RCP 8.5 actuellement, avec les émissions et de CO2, eh bien, on n'a que très peu d'espèces qui sont en capacité de migrer aussi vite que le climat. Donc ça nous pose des questions et un petit peu un constat, c'est que cette migration des arbres face au climat est une course qui est, dans l'état actuel des choses, risque d'être perdue d'avance. Donc, toutes ces données proviennent de distances de migration, de données qu'on a pu observer et mesurer dans le passé, et notamment lors de la recolonisation post-glaciaire. Alors maintenant, avec tout ça, nous, forestiers, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut agir? On peut amplifier les processus adaptatifs naturels, et puis on peut diversifier les ressources génétiques. Comme on l'a vu dans les exposés précédents, la diversité aussi bien des approches, des espèces, est pour moi un des leviers les plus importants et un maître mot, la diversification, la diversité, c'est quelque chose d'essentiel. Et comme tout forestier qui se respecte, on a un adage qui est imiter la nature et hâter son œuvre. Donc, comment faire pour utiliser des processus adaptatifs naturels? Donc, vous avez ici une forêt qui est sous influence donc d'un soleil de plus en plus présent avec des températures qui augmentent et on peut laisser faire la nature. Donc, qu'est-ce qui va se passer si l'espèce ou les individus, là plus particulièrement, est plus ou moins adapté? Vous allez avoir de la mortalité dans votre forêt. C'est ce que l'on observe déjà, par exemple, dans les Vosges. Et si vous regardez au niveau de votre massif, eh bien, même s'il est monospécifique, on a des individus qui continuent à vivre alors que juste à côté, d'autres sont morts. Donc, moi, ce que j'appelle un mitage, en fait, de la parcelle. Et ces individus recèlent, bien sûr, une diversité et des capacités d'adaptation pour les nouvelles conditions qui sont intéressantes. Donc, si on laisse faire et mélanger les gènes de ces individus sur la parcelle, cela pendant plusieurs générations, eh bien, on va obtenir une nouvelle forêt qui sera adaptée aux nouvelles conditions. Et plus adapté. On peut aussi essayer d'activer la machine évolutive, et ça sans aller chercher des choses bien compliquées. Comme on l'a vu dans un graphe précédent, ce qui est important, c'est le pas de temps et la reproduction. Donc, on peut essayer de faire ce que l'on nomme, nous, des parcelles nurseries. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des parcelles où ce que l'on cherche à faire, eh bien, c'est à produire le plus rapidement possible du pollen qui va venir, en fait, sur les parcelles autour et permettre à la génération suivante d'être beaucoup plus résiliente. Donc, on a une adaptation en continu des peuplements par des flux de gènes avec les ressources génétiques qui sont en place. On n'introduit rien, on accélère simplement le phénomène adaptatif. Si on continue à raisonner de la même façon, donc on est toujours avec notre petite forêt, et comme on l'a vu, on a des distances, les arbres peuvent migrer, mais la vitesse à laquelle il faudrait qu'ils migrent
sont inférieures à ce que le climat impose. Donc, on peut aller chercher au sein de l'espèce des peuplements et des graines qui ont subi depuis des générations des conditions plus chaudes et plus sèches, donc des provenances plus adaptées, et aller donc les planter à côté de forêts qu'on sait moins bien adaptées aux conditions futures. Aux générations suivantes, là encore une fois, la génération suivante, via les flux de pollen, les flux de gènes, les flux de graines, on va avoir un mélange de ces populations et avoir une forêt qui sera plus résiliente. On peut aussi travailler par hybridation assistée. Alors, qu'est-ce que j'entends par hybridation assistée? Alors, chez les arbres forestiers, on n'est pas comme chez les animaux où c'est plus clair. La barrière entre espèces n'est pas forcément aussi formelle que cela. Par exemple, chez le chêne, vous avez en France 4 espèces de chênes blancs. Et ces chênes, naturellement, s'hybrident les uns avec les autres. Et vous avez des chênes qui sont mieux adaptés aux conditions climatiques chaudes et sèches, par exemple le chêne pubescent. Et donc, lorsqu'ils mélangent par pollen ces gènes avec du chêne sessile, il apporte de la diversité nouvelle au chêne sessile et des caractères de résistance à la sécheresse, par exemple. Donc, c'est ce qu'on se propose, par exemple, de faire ici, d'accélérer ces processus d'hybridation assistée qu'on voit déjà en marche dans le sud de la France, par exemple, dans le sud-est, à côté de… J'ai un exemple en tête à côté de Manosque où on a ces flux de gènes qui se mettent en place et petit à petit, le chêne sessile est en train de céder la place à des hybrides entre chêne sessile et chêne pubescent, puis au chêne pubescent. Donc, c'est des successions qu'on voit naturellement. Et à la génération suivante, donc, on a un mélange d'espèces, du complexe d'espèces adapté avec les nouvelles conditions. Madame Miche, il faudrait que vous terminiez. Oui, c'est ma dernière diapo. Donc, une des dernières possibilités, c'est d'enrichir avec de nouvelles espèces, profiter de la palette très riche qui nous est proposée. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est diagnostiquer les endroits où il va falloir faire ces introductions, sélectionner ces espèces et ces provenances les mieux adaptées. Et ce que l'on fait, c'est on teste expérimentalement au sein d'un réseau de recherche et de recherche participative multi-organismes ces espèces à travers des expérimentations, des îlots d'avenir en forêt, et on met en place des outils pour et avec les gestionnaires. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Madame Muche. La parole à Alec pour les questions du chat. Oui, merci beaucoup, Madame Muche. Voilà. Je rappelle aussi que, parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu précédemment, mais voilà, je répète qu'on garde bien toutes vos questions de côté et on essaiera d'y répondre un maximum après le webinaire et on vous les communiquera par la suite. On a des questions un peu concrètes là qui arrivent sur cette présentation de la Muche. La première sur la question du hêtre qui est bien mis en danger par le réchauffement climatique et les sécheresses à répétition. Est-ce qu'il y a des recherches pour utiliser la richesse génétique des hêtres sèches qu'on trouve par exemple dans le parc national des forêts? Alors, je ne sais pas lequel en particulier, mais c'est la question qui est posée. Alors, oui, on a commencé à explorer justement sur le chêne sessile et sur le hêtre ces possibilités-là. Comme je le disais, on a une aire de répartition des espèces qui sont très vastes, avec des conditions pédoclimatiques très différentes. Alors, il ne faut pas associer sécheresse avec zone forcément plus au sud, plus méridionale. Et dans le cas du hêtre, on a des hêtres sèches dans le cœur de la France. J'en ai quelques-unes en tête, par exemple dans le Châtillonnais. Et ce que l'on essaie de faire, c'est justement de récolter
ces ressources génétiques, d'une part pour les préserver, parce qu'elles risquent d'être en danger et de basculer assez rapidement avec des dépérissements. On en voit déjà apparaître dans cette zone-là. Et d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu. Et on dépose, alors voilà, c'est vraiment sur des fonds de science, et on dépose avec les collègues de l'INRAE justement un projet là actuellement pour traiter de ces questions-là. Donc, dans un premier temps, on essaie de les identifier le plus possible avec des modèles et de les valoriser et de comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents dans ces peuplements-là. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une question aussi un peu plus concrète. Est-ce que le chêne vert ou liège se mélange avec le chêne sessile, Alexis? Non, absolument pas. Ce sont deux complexes complètement séparés. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de chêne blanc, qui sont différents des chênes verts. Et donc, chêne vert et chêne liège peuvent s'hybrider, mais ils ne s'hybrident pas avec nos chênes, les chênes qu'on a actuellement sur le territoire. Mais par contre, ils peuvent faire partie d'une succession au niveau des chênes naturels. Après, par exemple, le chêne pubescent, qui est un chêne blanc, le chêne vert peut aussi s'installer en mélange. Merci. Une question un peu plus sur une définition. Quelle différence entre la migration assistée et la sélection de nouvelles espèces? Alors, dans la migration assistée, ce que l'on essaie de faire, c'est vraiment tirer le maximum du potentiel de la diversité génétique à l'intérieur d'une espèce. Donc là, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est des provenances qui, depuis des générations, donc une même espèce à un endroit donné, depuis des générations, s'est adaptée par sélection naturelle à des conditions plus chaudes et plus sèches, et c'est ce qu'on veut faire migrer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de migration assistée, ce que le processus naturel qui pourrait se faire au sein d'une espèce par des flux de gènes. Sélection d'espèces, quand je parle de sélection d'espèces et d'espèces nouvelles, là on est plutôt sur élargir la palette d'espèces que pourrait introduire le forestier au sein de parcelles ou de massifs forestiers pour maximiser la diversité, mais ce coup-ci au niveau spécifique de l'espèce et pas à l'intérieur de l'espèce. Voilà la différence que, en tout cas, moi, je. Merci Madame Muche. Peut-être une toute dernière question, Alec. Dernière question, ouais. Alors là, au niveau, on revient à votre dernière slide où vous parliez des expérimentations qui ont lieu. Deux questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des expérimentations, vous avez connaissance, qui ont lieu dans le périmètre de l'Île-de-France ou du Grand Paris? Et peut-être revenir sur le nom du projet d'expérimentation participative que vous avez mentionné en fin de présentation. Alors, c'est un projet donc qui est multi-partenaire, comme je le disais, avec une partie qui est plus participative, c'est-à-dire que c'est plus la recherche qui met en place le dispositif expérimental, mais bien les gestionnaires publics et privés, donc n'importe qui peut, du moment qu'il a une parcelle forestière, mettre en place ce que nous appelons des îlots d'avenir, c'est des toutes petites surfaces pour introduire de nouvelles espèces dans des conditions pédoclimatiques très différentes. Et donc, ça va se mettre en place sur l'ensemble du territoire et aussi autour de Paris. D'accord. Donc, il y en a autour de Paris. Il va y en avoir. Voilà. Très bien. On est dans cette démarche-là, forêt publique et forêt privée. Merci beaucoup, Brigitte Muche. Je vous invite à cesser de partager votre écran si c'est possible. Et donc, on va terminer cette série d'exposés avec Marc-André Solos, professeur au Muséum d'histoire naturelle. Donc, on va revenir au sol avec la question des mycorhizes et de leur potentiel d'auxiliaire de la forêt. Marc-André, à vous. Merci. Alors, donc, je vais partager cet écran et voilà, m'assurer que vous voyez passer les diapositives. Vous les voyez passer?
Très bien. Alors, je vais donc vous montrer quelques éléments sur cette partie des arbres qu'on ne voit pas. On a quand même évoqué que le sol était, par rapport au carbone, un compartiment important. Mais c'est vrai que quand on voit la forêt, en fait, on ne voit pas la forêt. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'essentiel de la diversité qui s'y trouve et on ne voit pas l'essentiel de la biomasse qui s'y trouve parce que, en fait, on ne voit que la surface. Quand on va en profondeur sur les racines des arbres, on a une dépendance très très forte et vitale à la présence de champignons. De façon anecdotique, cette dépendance vitale, elle a été montrée lorsque les Européens sont arrivés avec des bateaux en bois en Afrique ou en Amérique du Sud et ont tenté d'introduire des pins. Parce que les pins sont des arbres qui poussent très vite et qui étaient propres à les aider à reconstruire leur bateau. En fait, ces pins introduits à partir de graines n'ont pas poussé. Ils n'ont poussé que après qu'on ait introduit des plantules déjà germées. Et en fait, ce qu'on a introduit, et on le voit très bien sur cette image, ce sont des champignons qui sont susceptibles d'interagir avec les racines et de s'associer étroitement à elles. C'était complètement empirique, mais ce que montre cette histoire, c'est que les pins, et c'est le cas en général des arbres forestiers tempérés, ne se développent pas sans ces champignons, qui sont partout chez nous, et donc ne sont jamais limitants, et qui n'étaient pas présents dans ce contexte particulier. Les arbres tropicaux ont d'autres types de mycorhizes, je ne vais pas insister là-dessus. Cette dépendance vitale a été étudiée à la fin du 19e, et dès la fin du 19e, il y a des travaux qui sont très peu connus, très peu diffusés. Il faudra un siècle pour vraiment revisiter ça. Mais le descripteur de cette association qu'on appelle la mycorhize, entre les champignons et les arbres, publie un article en 1892 où il montre très bien que les pins poussent normalement en sol non stérilisé. En sol stérilisé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si on détruit les pathogènes, ils ne poussent pas très bien. Mais si sur ce sol stérilisé se réintroduisent des champignons, eh bien de nouveau, les pins poussent un peu mieux. Ces mycorhizes, ces associations plantes-champignons, ont un rôle majeur, un rôle nourricier. Et c'est essentiellement à cause de cela que les pins ne se développaient pas, ils n'arrivaient pas à se nourrir tout seuls, en fait. Alors, ces champignons eux-mêmes sont nourris par les arbres et ça explique que les champignons de nos forêts, au moins dans les régions tempérées, ne se trouvent pas ailleurs que dans ces forêts. C'est par exemple les truffes, les cèpes, les amanites, les russules, les lactaires. En gros, les 2 tiers des champignons forestiers font partie des champignons mycorhiziens sur les racines de nos arbres. Et pour le coup, eux aussi dépendent de cette association. L'organe mixte formé, qu'on appelle une mycorhize, qui tisse intimement des filaments de champignons et des racines, peut se voir partout sur les racines, et un arbre est associé à des dizaines de champignons. D'ailleurs, un champignon peut être associé à plusieurs arbres, j'y reviendrai. Vous avez là plusieurs exemples de mycorhizes formés par des champignons différents, et qui ont des couleurs différentes, et qui tous ont en commun de réaliser une interaction où la plante nourrit le champignon en sucre et en vitamines, tandis que le champignon lui-même, en quelque sorte, fait les courses dans le sol pour la plante et lui cède une partie de l'eau et des sels minéraux qu'il a pu y prélever. Il y a un peu plus, d'ailleurs, dans cette histoire-là, que des échanges entre le champignon et les arbres, car il arrive que le même champignon colonise plusieurs arbres voisins et en particulier plusieurs espèces voisines. Dans cette expérience déjà ancienne, puisqu'elle date de la fin du XXe, Suzanne Simard s'était intéressée à un écosystème très simplifié dans lequel il y avait des thuyas qui avaient un certain type de mycorhizes avec des champignons complètement différents, et puis des pseudotsugas et des bouleaux papyrifères qui partageaient le même type de champignons mycorhiziens, ceux dont je vous parlais précisément, ceux qui sont typiques des régions tempérées. Et en faisant des marquages de la photosynthèse des 2 protagonistes partageant des champignons, elle avait montré que quand on marque au carbone 14 la photosynthèse des bouleaux, on retrouve des photosynthétas dans les pseudotsugas, et quand on marque la photosynthèse des pseudotsugas au carbone 13, on en retrouve dans les douglas. Le flux est d'autant plus prononcé que les arbres sont à l'ombre, et surtout, le flux net va en direction du douglas, il y a donc un receveur. Et en fait, ces mycorhizes sont aussi des choses qui mettent en réseau les plantes et qui permettent des échanges de ressources, même si aujourd'hui, on n'a pas de vision globale du sens dans lequel ça se produit. De plus, ces associations sont protectrices. Elles protègent contre divers facteurs perturbant le développement des plantes. Le premier, sans doute, c'est les toxiques du sol. Vous avez ici des eucalyptus qui ont grandi
avec des mycorhizes en noir et sans mycorhizes en gris, dans des sols calcaires, ce sont des cercles ronds, ou non calcaires, ou des sols calcaires, les carrés. Alors, on voit très bien pour les plants qui ont des mycorhizes qu'ils poussent un tout petit peu moins bien sur calcaire, mais ça ne réduit pas beaucoup la croissance en présence de mycorhizes. L'eucalyptus, il croît très bien sur sol calcaire. En revanche, quand on se place en absence de mycorhizes, on voit que sur sol non calcaire, les plants ont grandi 2 fois moins. Ils sont moins bien nourris, c'est tout. En sol calcaire, en revanche, ils ont grandi une bonne dizaine de fois moins bien. En fait, ils ne grandissent pas en sol calcaire. En absence de mycorhizes, en fait, l'eucalyptus révèle qu'il est profondément calcifuge. Lui seul. Mais en fait, doté de ces champignons, il est calcicole, non seulement parce que les champignons aident à excréter le calcium excessif qui rentre dans les racines, mais aussi parce que les champignons sont des gros sécréteurs d'oxalate, une molécule qui précipite avec le calcium dans le sol et le rend non biodisponible. On voit ici des filaments entourés qui ont poussé en milieu très riche en calcium et qui ont inerté ce calcium sous forme d'oxalate de calcium. Autre problème, les stress hydriques, et ce sont des stress qu'on rencontre associés au changement climatique actuellement. Vous voyez ici qu'en fonction de la conductivité du sol, généralement, la conductance, c'est-à-dire l'ouverture des stomates, la conductance hydrique de l'arbre diminue, ce qui lui permet d'éviter de se dessécher. Moins il y a d'eau, moins il sort d'eau au niveau des stomates. L'efficience hydraulique qui est donnée ici, les données pour ce sont des bouleaux mycorhizés soit par un téléphore, soit par un laccaire. C'est-à-dire qu'expérimentalement, ils ont été équipés de champignons différents. Et vous voyez que dans les conditions de basse disponibilité en eau, la réponse en conductance hydrique n'est pas la même. Et honnêtement, moi, je préférerais, si jamais il fait souvent sec, que mes arbres aient beaucoup de téléphores, beaucoup de laccaires, qui donc permettent d'abolir beaucoup plus efficacement les transferts d'eau, que beaucoup de téléphores qui semblent moins efficaces ou qui semblent influencer l'arbre d'une façon qui laisse les stomates plus ouverts en cas de stress hydrique. Ces stress-là sont des stress abiotiques, mais il y a aussi des stress biotiques. Et on sait depuis longtemps que les mycorhizes ont 2 effets phytosanitaires. Un effet local. Alors là, on va inoculer sur des tsugas, je suis désolé, la légende a sauté, un Phytophthora. Et ces tsugas, ils ont soit des mycorhizes, soit pas de mycorhizes. Alors c'est un très vieux graphique, parce que ça, c'est des travaux qui ont été publiés dans les années 60, c'est pour dire que c'est pas moderne. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ceux qui sont mycorhizés ont très peu de dégâts. On a 95% de survie dans les plantules après inoculation du pathogène racinaire, alors que quand on n'a pas de mycorhizes, eh bien on n'a que 5% de survie. Il y a donc un effet protecteur local. Mais il y a aussi un effet protecteur sans doute plus général. Je suis désolé de ne vous présenter que des images de tabac, parce que la manip, à ma connaissance, n'a pas été faite pour des arbres, mais on suppose que c'est la même chose. On sait que quand on inocule des pathogènes foliaires à des plants non mycorhizés ou mycorhizés, on s'aperçoit que les dégâts sont beaucoup plus forts sur les plants non mycorhizés. Et ceci même en fertilisant de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet trophique sur ces plants. Et quand on regarde en fait la vitesse d'accumulation des composés de défense dans les feuilles, on s'aperçoit que les essences mycorhizées sont beaucoup plus réactives que les essences non mycorhizées. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que effectivement un arbre bien protégé, c'est un arbre bien mycorhizé. Et aujourd'hui, les travaux continuent, mais sur des plantes herbacées surtout, pour savoir si tous les champignons mycorhiziens produisent le même effet en termes de stimulation du système immunitaire à répondre plus vite aux agressions. En tout cas, la présence de mycorhizes, c'est aussi un effet phytosanitaire local dans le sol et systémique. Et ça, c'est vraiment une chose à retenir. Sur le déterminisme, je serai très bref. On sait aujourd'hui que les champignons, tout comme les plantes d'ailleurs, produisent des petits peptides qui passent dans le partenaire et qui modifient l'expression des gènes, le fonctionnement des protéines cellulaires. Et ce que l'on pense, c'est qu'en fait, ce dopage du système immunitaire, mais ce n'est pas démontré directement, résulte d'un certain nombre de petits peptides régulateurs transmis par le champignon à la plante. Quoi qu'il en soit, la symbiose qui unit la plante et le champignon n'est pas qu'une interaction trophique, c'est aussi une protection. Elle est d'ailleurs réciproque, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'arbre. C'est aussi une protection au-delà des échanges nutritifs.
Je voudrais terminer en indiquant que dans un contexte forestier, cette association est manipulable et revenir sur une vieille méthode de l'INRA qui consiste à inoculer les arbres que l'on va replanter en contexte agricole. Ce fut à la mode dans un contexte de gel des terres agricoles, ça l'est peut-être moins. Et vous voyez ici un certain nombre alors ce sont des Douglas encore, désolé, c'est une essence exotique, des Douglas qui ont été très souvent replantés en contexte agricole et qui là, pour le coup, souffrent dans cette parcelle. Vous voyez qu'ils n'ont pas une très très bonne tête. Même si le taux de survie est bon, il y a quand même pas mal de problèmes dans cette parcelle. Alors, en fait, c'est parce que les mycorhiziens des arbres forestiers, ces champignons-là ne se trouvent pas dans les parcelles agricoles où se trouvent des plantes herbacées qui sont certes mycorhizées, mais mycorhizées par de tout à fait différentes espèces. Et on obtient de très bons résultats en inoculant en pépinière des champignons mycorhiziens sur le Douglas. C'est quelque chose qui a été développé par l'INRA de Nancy. Et vous avez ici des semis qui ont grandi 1 an, ont été repiqués et ont regrandi 1 an, soit à droite, non inoculé, avec simplement les champignons de la pépinière, soit à gauche avec un champignon, un Laccaria bicolore, qui a été sélectionné pour sa capacité à augmenter la croissance. En fait, les pépiniéristes peuvent produire en 2 ans des plants commercialisables aux normes, alors que normalement, c'est 3 ans, c'est-à-dire des croissances 1 plus 2, 2 ans de croissance après le repiquage. Ici, 1 an de croissance après le repiquage suffit. L'avantage n'est pas simplement un avantage pour le pépiniériste. On sait que dans des sols bruns d'altitude inférieure à 800 mètres, ces plants survivent mieux à la transplantation et surtout, ils poussent mieux. Alors voilà de vieilles images. Pour tout vous avouer, c'est des images de ma thèse, donc c'est pas tout récent, hein, mais on voit que ces plants âgés de 2 ans ont été transplantés en 86, et quand on suit la croissance jusqu'en 99, on s'aperçoit que d'une part, il y a les plants qui sont issus de sols qui a été préalablement stérilisés mais pas inoculés, donc ces plants-là ont été recolonisés par des champignons spontanés. D'autre part, il y a des plants qui ont été juste plantés en pépinière sur un sol normal, non stérilisé, non inoculé. On voit que ces plants-là, en jaune et en bleu, bon, ils ont une croissance qui n'est pas aberrante. Et puis, on a ceux qui sont issus d'un sol qui a été stérilisé de façon à pouvoir inoculer le Laccaire bicolore. Ça, c'est les colonnes rouges. Et là, on s'aperçoit que dans ces cas-là, on a 12% de croissance en plus. Sur un modèle tronconique, ça veut dire, en gros, 50 à 60% de bois en plus. Ce qui est intéressant dans un contexte ici où l'on veut soit rapidement inoculer du carbone, soit rapidement valoriser la plantation. Alors, ce contexte est assez productiviste, mais il montre, et c'est ça qui m'intéresse, il est non seulement productiviste et il s'intéresse à une espèce introduite en Europe, donc on peut lui trouver des limites, mais il montre la manipulabilité du système. Manipulabilité qui est encore augmentée par le fait que, dans ce cas précis, on a pu aller dans les parcelles expérimentales, regarder ce qui se passait quant à ce champignon qu'on avait inoculé. On s'est aperçu que dans ces parcelles, les arbres qui poussaient moins bien parce qu'ils n'avaient pas été inoculés ne possédaient pas ce champignon sur leurs racines, tandis que des prélèvements sur différents arbres inoculés montrent qu'on peut trouver ces champignons, cette souche introduite un petit peu partout. D'ailleurs, avec des souches locales, avec des individus locaux de la même espèce, ce qui veut dire qu'il y a quand même une coexistence avec la biodiversité locale qui s'opère, mais on a une durabilité de l'inoculation, qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un outil. Alors, j'en ai fini de cette présentation de ce qui est un outil, et je voudrais juste terminer d'un mot. Je n'ai pas présenté d'image sur les effets du changement climatique sur les champignons mycorhiziens des forêts, parce qu'à mon sens, nous avons aujourd'hui quelques travaux qui montrent des effets à court terme, c'est-à-dire quand on fait des expériences soit d'augmentation de teneur en CO2, soit d'augmentation de la température, mais on n'a pas du tout ce qu'on pourrait appeler un effet permanent, c'est-à-dire au bout de 10, 15, 20 ans de ce changement, au-delà des transitions qui s'opèrent, quelle serait une sorte de régime continu à plus haute température. On n'a malheureusement pas cette donnée pour les forêts actuellement. Et c'est ce que je voulais vous proposer comme donnée sur les mycorhizes ce matin. Merci beaucoup Marc-André Solas. Donc, on va repasser la parole à Alec pour les dernières questions sur cet exposé avant de conclure. Alec ? Oui, merci beaucoup Marc-André pour cette belle présentation. Beaucoup de questions arrivent. Avant de passer aux questions, simplement, je rappelle qu'effectivement, toutes les présentations et la vidéo du webinaire seront disponibles
dans quelques jours sur nos sites internet, donc vous pourrez y accéder. Mais pour venir aux questions suite à ta présentation, Marc-André, une première question qui remarque qu'au vu de ces études anciennes et notamment le graphe que tu as montré qui date de ta thèse, pourquoi ne remplace-t-on pas les engrais par les mycorhizes? Oui, alors c'est une question intéressante. Alors, d'une façon générale, partout où on exploite beaucoup, on va exporter de l'azote et du phosphate, et donc il faudra en remettre. Donc, l'espoir des mycorhizes n'est pas de supprimer les intrants, mais il est, en ayant des organismes qui savent exploiter le sol à de moins fortes concentrations, parce qu'ils s'appuient sur l'exploration de ce sol par des champignons, d'être capable de fonctionner à des moins hauts niveaux de fertilité. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas ces excès d'azote et de phosphate qui sont susceptibles de partir avec l'eau. Ce qui veut dire peut-être que dans certains systèmes, on pourra se contenter du taux de l'azote et du phosphate de l'azote et du phosphore qui est libéré par la minéralisation d'intrants organiques. Donc, on pourra vraiment fonctionner sur une fertilisation organique qui libère des niveaux de fertilité un petit peu plus bas. Donc, le but n'est pas de supprimer les intrants. Il faudra de toute façon équilibrer ce qui sort et ce qui rentre. Mais le but, c'est de fonctionner à moins haute concentration et donc de faire entrer moins et peut-être de faire entrer sous forme organique, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, la limite finalement des intrants organiques, c'est que en moyenne, ils se minéralisent quand même relativement lentement et il n'y a pas ces boosts d'azote et de phosphate sur lesquels on repose. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les mycorhizes pour une fertilisation plus raisonnée dans un contexte agricole. Dans un contexte forestier, on marche de toute façon sur des fertilités basses et c'est vraiment un contexte où justement la mycorhize est un outil pertinent parce que là, de toute façon, les arbres, ils fonctionnent sur leurs champignons mycorhiziens, c'est vraiment clair. La question, c'est est-ce qu'on peut éventuellement, dans le cas où on replante ou dans l'accompagnement du changement climatique actuel, avoir recours à des inoculations de certaines souches. Merci beaucoup. Et donc, du coup, suite à cette réponse, est-ce que donc, les mycorhizes transforment l'azote atmosphérique en azote minéral, directement assimilable par les arbres ou non? Non, alors ça, c'est quelque chose qui traîne souvent dans la tête des gens. Il n'y a que les bactéries qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en azote organique. Et donc, ça se produit dans les sols, notamment forestiers. Mais non, il y a quelques arbres qui ont des symbioses, soit avec des rhizobiums, ce sont des arbres du groupe des légumineuses, soit avec des actinobactéries fixatrices d'azote, ce sont notamment les aulnes ou les phylao, en zone tropicale, qui sont capables, par le biais d'interactions racinaires avec des microbes, de fixer l'azote atmosphérique, tout à fait, mais ce n'est pas l'effet des mycorhizes. En revanche, je n'ai pas eu le temps de le détailler, mais il y a une chose très intéressante, c'est que les mycorhizes des arbres forestiers sont capables d'aller chercher l'azote et le phosphate sur la matière organique. Et d'ailleurs, très souvent, vous trouvez des mycorhizes dans la litière, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a rien de minéral, ce qui peut paraître un peu bizarre, parce que mettre des racines là, c'est étrange. Historiquement, on disait, ah bah oui, mais la litière retient l'eau et c'est un endroit où on a des racines qui boivent. Mais en fait, non. On s'aperçoit aujourd'hui que ces champignons mycorhiziens-là ont des enzymes qui leur permettent d'attaquer la matière organique. Pas de façon à s'en nourrir en termes de carbone, mais pour en libérer de l'azote et du phosphate. Ce qui fait que ces humus finalement mal minéralisés, ces litières récalcitrantes qu'on a en forêt tempérée, elles s'interprètent aussi comme une façon de bloquer l'azote et le phosphate sous une forme qui sera préférentiellement exploitée par les champignons mycorhiziens des arbres qui fabriquent cette litière. Et donc, c'est une façon de capturer les ressources et de faire en sorte que tout ce que l'arbre n'a pas pu recycler, eh bien, ce soit en définitive sous une forme difficile à décomposer, mais au moins accessible à ses propres champignons, donc préférentiellement recyclable pour lui. Merci beaucoup. Je pense qu'on a encore du temps pour quelques questions. Est-ce que les champignons mycorhiziens se maintiennent entre une coupe rase et une réinstallation de plants ou de semis? Alors, en fait, je pourrais peut-être même montrer une image, je vais essayer de la retrouver. On a fait beaucoup de gens ont fait ces manips. Nous, on l'a fait à Puy-Chabon, un site pas très loin de Montpellier, où on a fait une coupe à blanc avec l'ONF. On a regardé ce que ça donnait. Et sur ce site, on a, comme dans d'autres travaux qui ont été faits là-dessus, on s'est aperçu qu'on a un écroulement de la diversité de champignons et on a des pionniers qui reviennent. Si vous me permettez un rapide partage d'écran, je vous montre ça tout de suite. Voilà, on va passer comme ça.
Voilà, vous avez ici ce qui se passe sur la parcelle témoin. Vous avez une grande diversité par ordre d'abondance de plein de groupes de champignons mycorhiziens sur les racines. Et sur la parcelle qui a été coupée, on est 5 ans après la coupe, on n'a que certains groupes qui persistent et qui sont beaucoup plus répandus. C'est notamment les truffes en particulier, mais pas que. Et donc, l'idée, c'est qu'après une coupe à blanc, on a un écroulement des champignons associés aux arbres adultes, notamment parce qu'il y a moins de carbone qui arrive, mais aussi parce que les racines sur lesquelles ils se nourrissent meurent, et on a des pionniers qui reviennent. Et puis, petit à petit, à 10, 20, 30 ans, on finit par voir revenir une grande diversité qui vient en fait des massifs forestiers voisins qui émettent des spores, et donc on a une reconstitution avec le temps des cortèges de stade tardif. Donc il n'y a rien d'irrémédiable, mais en fait c'est quand même un choc. Et c'est vrai que des foresteries, notamment basées sur de la futaie régulière par exemple, et une absence de coupe à blanc, permet de maintenir ces champignons de stade tardif et que les plus jeunes semis puissent directement se connecter à une grande diversité fongique. Je ne connais pas de travaux qui démontrent que ça permet définitivement une meilleure croissance dans le cas général. Il y en a qui le montrent dans certains cas particuliers, mais là encore, il y a des effets selon les parcelles. Mais en tout cas, il y a des façons autour de la futaie jardinée, par exemple, d'envisager de ne pas avoir ces écroulements de diversité, et qui sont aussi des écroulements quantitatifs. Ce qui rentre moins de carbone dans le sol, il y a de toute façon moins de biomasse de champignons mycorhiziens. On va s'arrêter là, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps. Je voudrais qu'on ait le temps juste de refaire un tour, peut-être un tour de table, comme on dit, peut-être sur une question un peu plus générale qui peut vous intriguer, vous tous et toutes qui participez à ce webinaire. On a voulu que la volonté de ce webinaire, c'était de vous présenter un certain nombre de résultats scientifiques relativement récents, quoique on a vu que les résultats anciens peuvent être aussi très pertinents. Et en fait, la question qui se pose est que l'Institut, la transition et aussi FIBOA, de son côté, essaie d'approfondir, c'est comment on articule finalement les recherches scientifiques avec des décisions de gestion. Donc, je vais peut-être repasser la parole un peu dans le même ordre à chacun d'entre vous. Comment finalement peut-on tirer parti des résultats scientifiques pour organiser une gestion durable, c'est-à-dire qui prend en compte les différentes qualités, services à la productivité, les services écosystémiques des forêts. Luc, en 1 minute 30 pour chacun. Je vais essayer. Moi, je crois que ce qui est important, on l'a tous dit, c'est qu'on a des connaissances et à partir de là, on a identifié des organisations, des processus, etc., qui sont fréquents, qui sont cohérents entre eux, c'est-à-dire qu'ils participent finalement à cette compréhension de la logique du vivant, et que ces connaissances, certaines sont récentes, d'autres sont très anciennes, permettent de poser un cadre d'action. Bien entendu, on n'est jamais certain de ce qu'on va obtenir quand on intervient dans la nature, puisqu'on est sur des systèmes complexes, et que, comme on l'a dit, des situations locales peuvent très bien faire que telle ou telle règle générale qui normalement s'applique ne s'applique pas là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est jamais... Enfin, si la question c'est sur quel bouton je dois appuyer pour obtenir tel résultat, par exemple dans une forêt, dans le contexte du changement climatique, où je veux stocker du carbone, blablabla, très souvent, on ne va pas pouvoir répondre à la question sur quel bouton il faut appuyer. En revanche, on peut communiquer ces règles générales qui vont donner un cadre d'action qui va sans doute réduire les risques de mal faire et de ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc moi, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose à faire, il y a un dialogue permanent à faire, à construire entre ces connaissances, encore une fois anciennes et nouvelles, il n'y a pas que les nouvelles qui comptent, et puis, à travers ce dialogue, d'en tirer des règles d'action. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup que on gagnerait tous, et il y a en France vraiment du chemin à faire, à construire des partenariats stabilisés entre organismes de recherche, établissements universitaires, et puis organismes professionnels. Et c'est bien pour ça que j'espère que dans le futur, il y aura beaucoup d'autres collaborations entre FIBOA et l'Institut de la transition. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Merci Luc. Alors la même question à Laurent. Moi déjà, je remercie Luc parce que je ne peux que adhérer à ce qu'il a dit, donc ça va me permettre de dire autre chose. Donc, ce qu'a dit Luc, moi j'adhère complètement. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que souvent,
bon, il y a une attente pour avoir des règles simples, mais malheureusement, souvent, le diable, il se cache dans les détails, et c'est dans l'application très pratique des fois et très subtile des recommandations qu'on peut avoir des effets forts. J'évoquais par exemple le fait de récolter beaucoup de bois pouvait déstocker le carbone du sol. En fait, on peut récolter quand même un peu plus de bois, mais pas n'importe lequel, et notamment, il faut éviter de récolter les branches les plus petites et le feuillage, parce que c'est là où il y a beaucoup de nutriments, c'est ça qui participe, via le recyclage, à la bonne nutrition de l'écosystème. Et donc, finalement, ça veut dire que on peut peut-être récolter des grosses branches, et c'est là où je voudrais insister, c'est-à-dire que c'est dans le détail qu'on peut souvent jouer, et il y a souvent des jeux de compromis, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de préservation de biodiversité ou de stockage de carbone, et je pense que c'est surtout dans le raisonnement de ces différents compromis qu'on peut essayer de se positionner à un endroit où, comme l'a dit Luc, on va essayer d'éviter la zone de risque maximale. C'est dans ce périmètre un peu plus restreint que donne la recherche que les acteurs locaux peuvent faire leur choix. Merci Laurent Augusto. Donc, même question à Brigitte Muche. Alors, c'est le fond de notre travail, en fait, au département recherche, développement et innovation, ce que l'on essaie d'être au quotidien, c'est l'intersection entre la recherche et la gestion, ce maillon qui n'est pas toujours évident d'être. Dans mon cas particulier, eh bien, c'est d'autant plus facile puisque je suis dans une UMR, hein, donc ce lien il est complètement naturel, hein, mais c'est en fait des fois un petit peu complexe, hein, comme mes collègues viennent de le signaler, d'aller du cas précis de l'expérimentation qui a permis l'avancée à la généralisation. Donc, ce qu'on tente à faire, nous, c'est cette généralisation avant que ça puisse être encore plus généralisé au niveau de la recherche. Et ce lien est vraiment très, très précieux entre recherche et développement et gestion forestière, et comment faire pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc, il y a des structures qui existent dans le monde forestier, je pense en particulier au RMTA Force, qui permet ce dialogue entre les chercheurs et la recherche et développement et les gestionnaires. Donc, essayer de valoriser le plus possible ces structures. Mais il est évident qu'avec la vitesse de ce réchauffement et des bouleversements, l'importance des bouleversements qui arrivent, il va falloir être beaucoup plus efficace que ce qu'on a pu être dans le passé. Voilà. Merci. Donc, Marc-André, vous terminez ? Alors, je souscris à tout ce qui a été dit, mais je vais me positionner plutôt en enseignant. Il y a quand même deux choses qu'il va falloir gérer. D'abord, il nous faut des consommateurs qui comprennent d'où vient le bois, d'où viennent les produits de la forêt, la nécessité ou non de la gérer d'une façon ou d'une autre, ou d'investir dans un type de gestion qui peut être plus coûteux, bien qu'il soit plus vertueux par ailleurs. Il faut donc effectivement former nos concitoyens à pousser à admettre, par leurs gestes de consommation et par leurs gestes d'électeurs, à pousser dans le bon sens. Et ça, c'est encore loin d'être le cas. Je veux dire, il y a des grandes chaînes de magasins qui vendent du bois, et c'est pas toujours très très net finalement que les gens sachent ou puissent sur l'étiquette savoir ce qui se passe derrière ce bois. Donc, il y a besoin de former les citoyens, et là, moi, je suis très inquiet de voir qu'on a un recul de l'enseignement des sciences de la vie de la Terre dans le secondaire, alors qu'on devrait avoir un développement en interdisciplinarité. Il ne s'agit pas de défendre une discipline, mais il devrait y avoir quand même un présentiel plus grand, et ça s'accompagne aussi de quelque chose d'extrêmement pernicieux. On a dans les études, notamment dans les études des filières ingénieurs, de plus en plus cette petite musique qui trotte que finalement, ce qui compte, c'est d'être bon en maths et en physique, et la biologie, c'est un vernis qu'on acquiert plus tard. Alors ça, c'est vrai avec le recul des SVT dans le secondaire, mais c'est vrai aussi dans plein d'écoles où on a l'impression que finalement, la complexité du vivant, c'est un truc qu'on peut
aborder après. Or, on vient de voir qu'il y a des trucs extrêmement subtils. Le diable se cache dans les détails, comme disait l'autre. Effectivement, c'est tout à fait exact. Et on n'a pas aujourd'hui le temps d'imprégnation de nos décideurs qui leur permettent de se mouvoir dans la complexité de façon intuitive. C'est-à-dire, non pas de savoir tout ce qui va se passer, mais d'être sensible à toutes les questions qui se posent. Décideurs techniques ou décideurs politiques. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi qu'on forme. On ne peut pas raisonner cette question entre techniciens. Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup à tous. Avant de redonner la parole à Jean-Jacques, déjà merci à tous nos intervenants. Je vois encore des questions qui nous demandent de conclure sur est-ce que couper des arbres détruit la forêt. Je pense qu'après ces 4 présentations, c'est pas moi qui vais trancher la question. En tout cas, pour vous rappeler que ce webinaire vient aussi après le Festival des forêts en Île-de-France qui a eu lieu les 2 et 3 octobre et où on avait ouvert justement ce festival par un tribunal pour les générations futures avec Ouzbek et Erika et en partenariat aussi avec l'Institut de la transition environnementale sur cette question, couper des arbres détruit-il la forêt? Tribunal qui est accessible sur notre site internet que vous pouvez revoir. Merci à tous et je repasse la parole à Jean-Jacques. Merci Alec, merci donc à tous les intervenants. Juste pour préciser qu'on essaiera donc de répondre aux questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui par la suite et on les mettra en ligne. Mettra en ligne les réponses. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Je pense que c'était assez fructueux et en termes d'information. J'espère que vous n'avez pas été enseveli, mais je crois pas. Il y avait beaucoup de choses à partager. On voit qu'il y a encore beaucoup de recherches et beaucoup de travail dans le domaine de l'éducation de tous les acteurs. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc chacun a son rôle à jouer évidemment dans ce travail. Voilà, je vous invite donc à regarder votre boîte mail. On vous tiendra au courant de l'apparition de la vidéo, de la mise en ligne de la vidéo, des diaporamas qui seront disponibles. Et puis on essaiera de mettre en ligne aussi des informations bibliographiques pour aller plus loin. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et j'espère que vous avez été satisfaits de ce webinaire. Voilà, au revoir.